font semblant de s'intéresser à l'histoire, ou tous ceux qui sont intéressés par les mouvances intellectuelles françaises, je vais tenter aujourd'hui de résumer avec vous quel a été l'impact de l'affaire Dreyfus sur l'histoire intellectuelle française. En gros, est-ce que ça a changé quelque chose ou pas? Bon, pour la petite histoire, Alfred Dreyfus est un officier alsacien de confession juive. Ouais, à l'époque, on est d'accord, voilà. Il est reconnu coupable de trahison et condamné à la perpétuité en décembre 1894. Il est dégradé, on lui retire ses jolies médailles en janvier 1895. À l'époque, c'est plus ou moins la raison d'État qui domine. Hormis quelques dégénérés sur qui on crache dans la rue, tout le monde croit ce que dit la justice, le conseil de guerre, etc. Du coup, même s'il n'y a pas vraiment de preuves, la notion d'erreur judiciaire étant assez vague, on ne dit rien. Mais quelques mois plus tard, les enquêtes commencent à réaliser que le commandant Esterhazy, le vrai gars qui a trahi la France, c'est plutôt lui qu'il faudrait condamner. Et évidemment, le 13 janvier, vous connaissez la date, le vieux sage, le grand, the magnificent, Émile Zola intervient. Son gros titre dans l'Aurore, J'accuse, et son sous-titre, Lettre ouverte au président de la République, sont restés célèbres. Mais en réalité, ce n'est pas tellement ce texte-là de l'Aurore qui est intéressant, mais plutôt celui du lendemain, celui du 14 janvier, qui se nomme une protestation, qui n'est pas en première page et qui fait en tout et pour tout 2 phrases, qui est le plus pertinent. Je cite, « Les sous-signés protestant contre la violation des formes juridiques du procès de 1894 et contre les mystères de l'affaire Esterhazy persistent à demander la révision. » Et là, il y a 15 signataires de renom, dont Zola et Anatole France. C'est pas Jean Clodo qui signe. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que ces hommes, ces femmes de culture s'engagent collectivement pour une cause, contrairement à la veille où Zola s'engage seul. Et donc, le nombre des gens de la liste publiée chaque jour dans l'Aurore augmente, et ils s'engagent toujours pour des valeurs de vérité, de justice, contre les mystères de l'affaire Esterhazy. Le processus de l'affaire Dreyfus va, à partir de ce moment-là, s'accélérer justement parce qu'ils sont partie prenante. Et on va commencer à appeler ces gens des intellectuels. Au début, le mot est péjoratif. C'est Maurice Barrès qui, la première fois dans un article de février 1898, va se foutre ouvertement de leur gueule, un peu en les décrivant avec ironie comme des petits rats de bibliothèque se croyant supérieurs aux autres. Ce qu'il faut que vous saisissiez, c'est que ces gens, contrairement à aujourd'hui, ces intellectuels sont impuissants dans les prises de décision de l'époque. En fait, c'est aujourd'hui les médias donnent une véritable force politique aux intellectuels actuels, grâce à leur analyse des sondages, au choix de véhiculer telle ou telle opinion par rapport aux autres, et ce grâce aux images et au son. Ce n'est pas le cas des intellectuels de l'époque, qui ont un impact certes fort dans les journaux, mais qui au début ne touchent qu'une petite partie de la population. Le XXe siècle, en ce sens, est l'histoire du progrès de l'information. Parce que d'abord, c'est l'histoire des conséquences des médias sur les populations. Ensuite, c'est l'histoire des propagandes et de la naissance des images, des couleurs et de la télévision. Et enfin, c'est l'histoire du moment où la raison d'État va laisser la place à la littérature du trottoir. Pendant l'affaire Dreyfus, justement, et je conclurai sur ça, l'anti-dreyfusisme s'est surtout développé grâce à la littérature de trottoir. Les intellectuels se foutent complètement de cette littérature, à tort ou à raison d'ailleurs, car si l'histoire des intellectuels ne leur donne une importance qu'à la fin du XIXe siècle, avec l'affaire Dreyfus, l'engagement individuel des chercheurs, des auteurs et des écrivains est bien plus ancien. On se rappelle de l'affaire Calas, défendue par Voltaire, ou de l'abolition de la peine de mort, défendue par Hugo, pour ne citer qu'eux. Il existe donc une préhistoire des intellectuels. Reste à se demander s'il est bien légitime que ce soit la culture de masse elle-même qui attribue du crédit à celui qui s'engage pour une cause. Un crédit qu'il ne mérite que trop, ou pas assez. Ou alors pas assez.